Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo consacrée au cours de la physiologie de la reproduction. Après avoir vu la fonction exocrine et endocrine du testicule, maintenant on va voir le tractus génital. Donc le tractus génital, ce sont les voies excrétrices ou bien voies spermatiques et les glandes annexes, c'est-à-dire les voies par où passe le spermatozoïde et les glandes qui vont sécréter les substances nutritives pour les spermatozoïdes. Donc ce schéma-là, il montre bien les voies, toutes les voies spermatiques et les glandes annexes chez l'homme. Donc il y a les voies spermatiques intratesticulaires à l'intérieur du testicule, ce sont les tubes droits et le rectesti. Ensuite, il y a les voies spermatiques extratesticulaires représentées par l'épididyme, le canal déférent, le canal éjaculateur et l'urètre. Ensuite, il y a les glandes annexes représentées par les vésicules séminales, les glandes bulbo-urétrales et la prostate. Bien sûr, chez l'animal, il existe d'autres glandes telles que la glande coagulante. Tout ça, on va le voir en détail après. On va commencer par les voies spermatiques. Donc, comme je viens de dire, les voies spermatiques, il y a deux types, voies spermatiques intratesticulaires et extratesticulaires. Les voies spermatiques intratesticulaires, ils sont représentés par les tubes droits. Comme vous voyez ici, ce sont des petits tubes rectilignes qui assurent la jonction entre les tubes séminifères et le corps d'Aymor, c'est-à-dire la partie supérieure du testicule. Et le rectesti, c'est ce que vous voyez ici en orange. Ce sont c'est un système canaliculaire par où passent les spermatozoïdes. Alors ces deux structures, ce sont des simples voies vectrices du sperme. C'est-à-dire que les spermatozoïdes observés à ce niveau ne sont pas doués de mouvements propres, c'est-à-dire ils ne sont pas aptes à féconder un gamète femelle. Ensuite, vous avez les voies spermatiques extratesticulaires, c'est-à-dire à l'extérieur du testicule. Donc, on va commencer par l'épididyme. Comme vous voyez ici, l'épididyme, c'est une structure allongée qui entoure le testicule et qui comprend deux parties, les canaux ou cônes efférents et le canal épididymaire. Donc on va voir d'abord ces cônes efférents ou canaux efférents. Les canaux ou cônes efférents, ce sont de 10 à 12 tubes, comme vous les voyez dans ce schéma-là, qui sont enroulés sur eux-mêmes et en hélice. Alors du point de vue histologie, donc toujours l'histologie nous renseigne sur le rôle de la structure. Donc du point de vue histologique, chaque tube est constitué d'une couche épithéliale et d'une couche musculaire. Donc au niveau de l'épithélium, on distingue trois types de cellules que vous voyez ici. Il y a les cellules ciliées, là vous voyez les cils vibratiles. Il y a des cellules bien sûr, les cils vibratiles, ils ont un rôle, on va le voir après. Il y a les cellules glandulaires qui sont dépourvues de cils, mais ils sont pourvus d'un plateau strié, comme vous voyez là, et qui sont riches en grains de sécrétion. Et il y a les cellules basales qui se trouvent au voisinage de la membrane basale. Alors, quel est le rôle de ces cônes efférents? C'est la progression des spermatozoïdes, bien sûr par la vibration des cils, et ils ont un rôle nutritif par la sécrétion des substances nutritives. Donc, rôle nutritif pour les spermatozoïdes. Le canal épididymaire. Donc, le canal épididymaire, là aussi, du point de vue histologie, il est formé d'un épithélium. L'épithélium, comme vous voyez, contient des cellules glandulaires stéréociliées, c'est-à-dire il contient des stéréociles, à ne pas confondre avec les cils vibratiles. Les stéréociles, ils sont impliqués dans les phénomènes d'échange, c'est-à-dire résorption, sécrétion.
et ils sont regroupés ils sont attachés à leur extrémité. Et il y a également les cellules musculaires lisses. Donc du point de vue rôle, les cellules de l'épididyme ont un triple rôle, c'est-à-dire qu'elles assurent le maintien de la vitalité du spermatozoïde, c'est-à-dire rôle nutritif avec les sécrétions des glandes qui vont libérer des substances nutritives, et ils confèrent la mobilité grâce à la contraction des muscles lisses. Et un rôle qui est très important, c'est que les spermatozoïdes, ils doivent rester un certain moment dans ce canal épididymaire pour qu'ils acquièrent le pouvoir fécondant, c'est-à-dire à peu près 18 heures ou plus. À ce moment-là, les spermatozoïdes, ils deviennent aptes à la fécondation. Donc ce schéma-là, il montre bien ces voies spermatiques, c'est-à-dire les tubes droits, comme vous voyez ici, ce sont des simples voies vectrices du spermatozoïde. Le rétestique qui est, regardez, c'est un système canaliculaire, et tout ça se trouve dans le corps dimorphe, c'est-à-dire la partie supérieure du testicule. Et ce sont des voies intratesticulaires. Les cônes efférents, comme vous voyez ici, vous avez des cellules ciliées avec les cils vibratiles et des cellules glandulaires qui sont dépourvues des cils, mais ils ont un plateau strié et qui sont riches en substances, en vésicules de sécrétion de substances nutritives. Au niveau du canal épididymaire, la même chose, nous avons parlé des stéréocyles. Donc regardez bien la différence entre les stéréocyles et les cils vibratiles. Comme je viens de dire, les stéréocyles, ils interviennent dans les phénomènes d'échange et ils sont riches en grains de sécrétion. Donc ils ont un rôle de nutrition pour les spermatozoïdes. Le canal épididymaire, le canal déférent au spermiducte. Alors le canal déférent, il fait suite au canal épididymaire. Donc il s'étend depuis la queue du canal épididymaire jusqu'au niveau du canal éjaculateur. Et à son extrémité, comme vous voyez ici, il y a une ampoule. C'est ce qu'on appelle ampoule différentielle. Son rôle, il joue un rôle de réservoir, c'est-à-dire il stocke les spermatozoïdes entre deux éjaculations. Alors il est formé de 3 couches. La même chose, muqueuse qui contient des cellules stéréociliées riches en grains de sécrétion. Il y a une musculeuse et cette fois une adventice qui protège le canal. Donc ce canal-là, il joue le même rôle que le canal épididymaire, c'est-à-dire progression des spermatozoïdes et rôle sécrétoire ou nutritif grâce à des grains de sécrétion qui se trouvent dans les cellules à plateau strié. Le canal éjaculateur. Alors vous le voyez ici, le canal éjaculateur, il s'étend depuis le point d'abouchement des vésicules séminales, c'est-à-dire là où la vésicule séminale entre dans le canal déférent jusqu'à l'urètre prostatique, c'est-à-dire l'urètre qui passe par la prostate, parce que vous allez voir qu'il y a 3 types, on parle de 3 types d'urètre, urètre prostatique, membranaire et pénien. Donc il est constitué également par la muqueuse musculeuse et l'adventice, et tout simplement c'est un conduit vecteur qui sert à l'acheminement des spermatozoïdes. Donc ce canal-là, il est long de 2 cm. Maintenant, l'urètre. L'urètre, c'est un conduit urogénital, c'est-à-dire c'est un conduit qui sert à l'excrétion de l'urine et l'excrétion du sperme, mais bien sûr pas à des moments différents, pas en même temps. Sa longueur est de 20 cm. Comme je viens de dire, il y a l'urètre prostatique qui passe par la prostate, l'urètre membraneux qui passe par une membrane et l'urètre spongieux pénien qui passe par le pénis. Mais toujours, il sert à éliminer l'urine et le sperme.
Et enfin, l'organe copulateur. L'organe copulateur, c'est le pénis ou la verge chez le mâle. C'est l'organe copulateur permettant le dépôt du sperme dans le vagin. Donc, ce pénis-là, à son extrémité, il y a le prépuce ou bien le fourreau. C'est un tégument externe, c'est la peau. Alors, chez l'homme, c'est ce qu'on enlève chez un petit enfant lors de la circoncision. Chez les animaux, ce tégument, à sa partie interne, il renferme des glandes que l'on appelle les glandes prépuciales. Donc, chez l'homme, ces glandes, on va voir tout à l'heure, c'est l'équivalent des petites glandes sébacées modifiées. Alors maintenant, on va voir les glandes annexes. Alors, les glandes annexes, ce sont des glandes qui vont sécréter ou synthétiser des substances qui sont nécessaires à la survie du spermatozoïde, et c'est ce qu'on appelle le liquide séminal, c'est-à-dire les cellules proprement dites, le spermatozoïde baigne dans un liquide. Ce liquide-là, il est synthétisé, sécrété par ces glandes annexes. Alors la première glande annexe qui est bien développée, ce sont les vésicules séminales. Ces vésicules séminales, ils sont développés chez le rat, chez la souris, mais chez l'homme également, mais ils sont absents chez les carnivores, c'est-à-dire les chats par exemple. Alors ils ont une surface lobulaire qui présente des bosses. Ils sont très visibles lorsqu'on fait une dissection chez un rat mâle. Alors du point de vue histologique, comme vous voyez ici, ils sont constitués par une muqueuse, une musculeuse et une adventice, c'est-à-dire une membrane qui protège cette glande-là. Alors du point de vue rôle, 60 à 70% des sécrétions de la vésicule séminale, le liquide séminal, il représente 60 à 70% des sécrétions de ces vésicules-là. Donc il est riche en sels minéraux, chlorure de sodium, chlorure de zinc, chlorure de potassium. Il contient également des sucres, donc la caractéristique des vésicules séminales, c'est le fructose. Il existe également des substances diverses telles que l'acide ascorbique, l'acide citrique, l'acide sialique. On trouve également des catécholamines telles que l'adrénaline. On trouve des prostaglandines. Alors les prostaglandines, c'est un groupe homogène des acides gras insaturés avec 20 atomes de carbone. Ce sont des dérivés d'acide arachidonique. Donc je crois que vous avez déjà vu ça en biochimie. Et ces prostaglandines-là, ils sont doués d'une grande activité d'action. Donc, ils sont sécrétés par plusieurs tissus. Et le pH des vésicules séminales, c'est un pH basique. La prostate. Alors, la prostate, elle adhère à la face, comme vous voyez ici, à la face inférieure de la vessie. C'est pour ça qu'à l'âge adulte, certains individus, ils auront des problèmes de miction, c'est-à-dire des problèmes d'uriner. Pourquoi? Parce que la prostate se gonfle et elle presse la vessie et bien sûr l'individu, il a du mal à uriner. Donc le liquide prostatique est une sécrétion légèrement acide, pH c'est 6,5 et il représente 15 à 30% du volume du liquide séminal. Ces sécrétions contiennent des acides aminés, contient une spermine, c'est-à-dire la caractéristique de sécrétion de la prostate, c'est la spermine, c'est une protéine qui donne l'odeur au sperme, c'est-à-dire lorsqu'elle est à l'extérieur de l'organisme, elle s'oxyde et donne l'odeur du sperme. Il y a également les enzymes, phosphatase, alcaline, acide, qui permettent la formation de l'ATP, donc c'est de l'énergie, elle procure de l'énergie aux spermatozoïdes. On trouve également de la vitamine C, des oligo-éléments, des acides citriques et des prostaglandines également. On trouve du zinc et on trouve également l'antigène spécifique de la prostate, c'est-à-dire le taux, il doit être inférieur à 4 nanogrammes par millilitre. Si un homme doit faire une analyse de la prostate, c'est ce gène-là qu'il doit chercher.
Si le taux il est inférieur à 4 nanogrammes par millilitre, c'est bon. S'il est supérieur, bien sûr, il faut être traité parce qu'il y a un petit problème. Et il y a la glande coagulante. Je vous ai parlé de la glande coagulante, mais elle existe uniquement chez les animaux. Donc la glande coagulante, comme vous voyez ici, elle se trouve à la face inférieure des vésicules séminales et elle est très lisse. Donc si vous aurez l'occasion de faire un TP sur la reproduction, vous pouvez voir toutes ces structures. Ils sont très visibles chez le rat de laboratoire. La caractéristique de cette glande, c'est qu'elle est riche en fructose et qu'elle contient une enzyme coagulante. D'où son nom, cette enzyme-là, elle permet la coagulation du sperme dans les voies génitales de la femelle, de telle sorte de former un bouchon pour éviter la sortie des spermatozoïdes. Si on fait une ablation de cette glande coagulante chez les animaux, on augmente les conduites agressives. Donc on peut conclure que ces glandes-là, ils sécrètent une phéromone qui agit sur le comportement inhibiteur du comportement agressif. Les glandes de Cooper. Alors les glandes de Cooper, il existe chez l'homme, chez les animaux également. Ce sont des glandes bulbo-urétrales ou glandes de Méry. Donc ce sont deux petites, comme vous voyez ici sur le schéma, il y en a deux petites masses glandulaires qui s'ouvrent dans l'urètre membraneux, dans lequel elles se vident. Elles sécrètent le liquide pré-éjaculateur qui neutralise l'acidité des traces d'urine dans l'urètre. Et bien sûr, la sécrétion, elle varie selon les espèces. Alors là, c'est un schéma de l'appareil urogénital de la souris mâle isolée. Comme vous voyez là, vous avez les reins, vous avez les testicules, donc vous avez l'épididyme qui fait suite, vous avez l'urètre, le canal déférent, vous avez les vésicules séminales et les glandes de Cooper, vous voyez, sont de petites masses, et vous avez glandes de Tison ou bien glandes prépuciales qu'on va voir après. Donc voilà les glandes prépuciales ou glandes de Tison, comme vous les voyez ici. Donc sont situées au niveau du tégument externe. Le tégument externe, c'est ce qu'on appelle prépuce ou bien tout simplement la peau. Leur produit de sécrétion est appelé smegma. Il est riche en matière grasse. Chez la souris, ces glandes sécrètent une phéromone inductrice d'agression. Donc ce prépuce, comme je viens de dire chez l'homme, on l'enlève lors de la circoncision. Mais il existe des glandes prépuciales chez l'homme, mais c'est l'équivalent des petites glandes sébacées qui vont sécréter une substance qui est parfois jaunâtre, etc. Maintenant, on va voir le sperme. Donc, le sperme ou bien la semence, c'est quoi? C'est le produit de l'éjaculation. Donc, ce sperme-là, ce sont les cellules proprement dites, c'est-à-dire les cellules les spermatozoïdes, et le liquide séminal dans lequel baignent ces spermatozoïdes. Donc, une petite remarque, le liquide séminal, il contient 70% des vésicules séminales, il contient 15% de la prostate et 10% de l'épididyme et du canal déférent et 5% des glandes de Cooper. Donc maintenant, on va voir l'examen de ce sperme-là. Alors pourquoi on fait un examen du sperme? Pour évaluer la fécondité ou bien la fertilité masculine. Si un couple a un problème de fertilité, bien sûr, le médecin, il demande à faire un examen du sperme. Donc, il y a deux types d'examens. Il y a l'examen macroscopique du sperme. Cet examen-là, il va nous renseigner sur le volume de l'éjaculation. Donc, en moyenne, le volume, il est de 3 ml par éjaculat, mais ça dépend de l'état physiologique de l'individu, ça dépend de la race, de la format, dépend de l'hygiène
dépend du mode de vie, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais en général, c'est 3 millilitres par éjaculat. Ça nous renseigne également sur l'aspect. Donc l'aspect du sperme, il est épais et crémeux. Et le pH, il est à peu près neutre, entre 7 et 8. Ça nous renseigne également sur l'odeur. L'odeur, elle est due à la spermine. Donc, si on a une odeur qui est spécifique ou bien... donc, on peut conclure qu'il y a un problème de la prostate, etc. Parce que c'est une protéine qui est libérée par la prostate. Et ça nous renseigne également sur la viscosité, c'est-à-dire la concentration des spermatozoïdes. Est-ce qu'on a beaucoup de spermatozoïdes ou bien on n'a pas de beaucoup, on n'a pas du tout des spermatozoïdes. Donc voilà pour l'examen macroscopique. Alors on fait un examen microscopique. Cet examen microscopique, ça nous renseigne sur deux choses. La première chose, ça nous renseigne sur la structure des spermatozoïdes. Donc si on trouve des spermatozoïdes atypiques, c'est-à-dire qui ne sont pas normaux, ceci indique un abaissement de la vitalité du sperme. Donc comme vous voyez dans ce schéma-là, il y a plusieurs anomalies. Il y a des spermatozoïdes immatures qui présentent des restes cytoplasmiques en relation soit avec la tête, soit avec le flagelle, soit avec la pièce intermédiaire. Il y a des spermatozoïdes vieillis, donc ils ont des têtes vacuolaires surpigmentées ou dépigmentées. Il y a des spermatozoïdes macro ou microcéphalés, grosse tête ou bien petite tête ou bien tête arrondie, etc. Et des spermatozoïdes à tête atrophique qui n'existent même pas et ou bien il est déformé, ou bien des spermatozoïdes à deux têtes ou à deux flagelles. Donc voilà un autre schéma qui montre ça, tout ce qu'on vient de dire. Donc vous voyez le normal, il est normal, mais les anomalies de la tête, grosse tête, petite tête, déformée, deux têtes, etc. Absence d'acrosome, absence de cytoplasme. Là, vous avez des anomalies du cou, de la pièce intermédiaire. Là, ce sont des anomalies du flagelle. Donc tout ça, ça diminue la fertilité chez l'individu. Donc la présence de ces spermatozoïdes anormaux, bien sûr, ça diminue la fertilité de l'individu. Donc ça nous renseigne l'examen microscopique, ça nous renseigne également sur la mobilité des spermatozoïdes. Alors si on prend une goutte de sperme et on la voit au microscope à platine chauffante, pourquoi à platine chauffante? Parce que le sperme, il doit être dans les mêmes conditions que dans l'organisme. À ce moment-là, on évalue le pourcentage de spermatozoïdes mobiles en appréciant la qualité du mouvement. Alors, on a 4 types de mouvements. On a une mobilité normale, donc le déplacement, il est rapide et rectiligne. On a une mobilité sur place. On a une mobilité hypermobilité, c'est-à-dire beaucoup de mouvements, mais les mouvements ils sont désordonnés, ou bien on a une immobilité. Les spermatozoïdes ils sont là, mais ils sont immobiles. Alors on considère que le taux de mobilité il est normal lorsque 60% à 80% des spermatozoïdes sont mobiles, dans du sperme examiné dans les 2 heures qui suivent l'éjaculation. Donc à ce moment-là, on peut parler d'un sperme qui est normal. Donc il y a beaucoup d'anomalies. On parle d'asténospermie, c'est-à-dire on a un taux de spermatozoïdes mobiles inférieur à 50%. On parle asténo, ça veut dire fatigue. Donc on parle akinétospermie lorsqu'on a arrêt des mouvements des spermatozoïdes vivants, c'est-à-dire il y a des spermatozoïdes mais il n'y a pas de mouvement. Tout ça c'est une diminution de la fertilité. On a également une nécrospermie, c'est-à-dire on a un pourcentage très élevé des spermatozoïdes morts, donc ils sont morts, ils ne sont pas vivants. On parle d'azoospermie, c'est-à-dire aucun spermatozoïde n'est dans le sperme. On n'a que le liquide séminal. Ou bien on peut parler d'oligospermie, on a un nombre insuffisant de spermatozoïdes. Donc voilà la structure des spermatozoïdes qui renseigne sur la vitalité ou sur la fertilité de l'individu. Donc on a terminé avec l'appareil génital mâle. Et on va continuer, on va commencer l'appareil génital femelle dans une autre vidéo, Inch'Allah.